Bonsoir à tous, merci d'être ici aussi nombreux. Merci beaucoup aussi au Centre culturel suisse, en particulier à Jean-Paul et à Olivier d'avoir fait cette invitation. Merci aussi à l'équipe du Centre culturel suisse qui nous a bien aidés pour installer tout ce tapis, ce podium, etc. Je m'appelle Milo Keller, je suis responsable pour la photographie à l'ECAL, l'École cantonale d'art de Lausanne. L'école est dirigée par Alexis Georgakopoulos et depuis 10 ans, elle est installée dans des bâtiments industriels très spacieux, très confortables, dans la banlieue de Lausanne, donc parfaitement localisée au milieu de l'Europe, un trait d'union particulier entre Milan et Paris. Depuis 2016, nous avons lancé un nouveau programme de master en photographie qui explore un peu les limites du médium, donc les manipulations digitales, des nouvelles formes de livres, mais aussi une hybridation entre photographie et sculpture pour la matérialisation de l'image et pour une exposition spatiale et installation. Un programme qui est très variable. En fait, on n'a pas vraiment de programme. Chaque 6 mois, on change pratiquement tous les professeurs. Donc, on s'adapte vraiment de près à les avancées technologiques et aussi aux nouvelles formes de photographie. Avec le nouveau master en 2016, nous avons lancé aussi le projet de recherche Augmented Photography, qui est dédié à l'exploration des nouvelles formes de visualisation de l'image et à leur potentiel créatif. Voilà, on recule un peu. Au XIXe siècle, le but principal de la photographie était son objectivité et son pouvoir de rendre l'objectivité des choses. Dans les années 90, la photographie n'est plus écrite sur un support analogique, mais elle devient en formation numérique, digitale, donc elle devient très malléable. Les images peuvent être filtrées, déformées, augmentées, et en fond, elle perd un peu cette relation intime qu'elle avait avec le réel. Vous avez certainement tous des smartphones dans vos poches et vous savez que les caméras des smartphones sont les plus répandues au monde, malgré le fait que leur optique soit plutôt mauvaise, parce qu'elle est trop petite pour réaliser des bonnes images. Les images sont après augmentées par des puissants algorithmes qui les rendent particulièrement belles. Ces images sont aussi accompagnées de métadata, d'informations, comme par exemple la géolocalisation, l'heure de prise de vue, le diaphragme, etc. Et aussi, les smartphones construisent leur intelligence artificielle. Ils sont capables de reconnaître les personnes de votre entourage et de les classer dans des dossiers spécifiques. Ils sont constamment connectés à Internet, donc ils poussent les utilisateurs à une exposition permanente de soi-même, et un individu peut devenir aujourd'hui mass média. Pendant cette première année de master, pendant cette année de recherche, nous avons développé 2 axes de réflexion, la matérialisation de l'image et la dématérialisation. Nous avons invité plusieurs artistes à travailler avec nos étudiants pendant des workshops, comme Anne de Vries, Rachel de Jode, Thibaut Brevet, Joe Hamilton, Thomas Traum. Nous avons aussi eu l'immense chance de voyager avec nos étudiants à New York, une des capitales de la post-photographie, et ils ont travaillé dans un workshop avec Leta Wilson et Ethan Greenbaum. Ils ont récolté des fragments de la ville de New York et ils ont appris des techniques pour transférer les images sur n'importe quelle surface. Nous avons profité de notre présence à New York pour visiter plusieurs ateliers d'artistes, comme Lucas Blalock, Dis Collective, Asghar Carlsen, Études New York, et David Grayton Beaton, plus ou moins, pas juste, mais voilà. Les résultats de nos projets new-yorkais et à Renan ont été exposés à l'ELAC, la galerie de l'école, avec la complicité de 2 artistes curateurs, ici présents, qui nous font l'honneur de leur présence ce soir, Jocelyn et Camille. Ils nous expliqueront plus d'ailleurs de
ce concept plus tard. Pour la matérialisation des images, on a présenté par exemple la fontaine, le chat fontaine de Douglas Callum, qui mélange des références pop et classiques, et que vous pouvez voir dans la cour. Ou par exemple la colonne en faux béton de Unok, en photographe coréen, avec un chapiteau qui cache un paysage onirique. Et puis plus classique, la sculpture de Bastien Gomez, qu'il faut lire en circulant autour. Ce sol new-yorkais a été augmenté par des chewing-gums posés sur l'image. Encore à New York, Justinas Viloutis, il a récolté des fragments de la ville, de béton et des voitures cabossées. Il a imprimé les images, il les a placées sur des tôles déformées et recouvertes de plexiglas pour un résultat plutôt séduisant. Et voilà. Donc, je disais, avec Joe Hamilton, les étudiants ont travaillé sur une collection d'images. Ils ont cherché des images sur le web, ils les ont classifiées et ils ont reproposé des nouvelles formes de visuels. Ici, vous voyez le paysage de Nicolas Toulotte, qui a donc par fragments reconstitué cet univers. Pour la dématérialisation de l'image, nous avons travaillé avec Thomas Straum, qui a donc amené les étudiants à travailler dans un studio photo virtuel. Et donc, ils ont pu apprendre l'utilisation d'un logiciel de 3D. Et on a vu qu'il y a vraiment beaucoup de proximité des emprunts de ce logiciel à la photographie réelle. La soirée elle sera structurée en 4 sections, comme notre recherche. La première, c'est avec Jocelyn et Camille, artistes curateurs, comme je disais, qui nous parleront plus de l'exposition, de la matérialisation de l'image. La deuxième partie avec les Famous One, Maxime Guyon, qui est artiste, photographe et photographe de commande. Et il nous parlera des nouveaux outils digitaux et de leur potentiel créatif. La troisième partie, c'est avec Joël Bacheron, chercheur, sociologue, professeur à l'ECAL. Il nous parlera de conquête spatiale et d'ubiquité de l'image. La quatrième partie sera avec Anne-Christine Bertrand, comme je disais, curatrice au CO Berlin. Et il nous parlera du point de vue des institutions face aux révolutions de l'image photographique. Augmented Photography, c'est un prototype avec beaucoup d'expérimentation, avec beaucoup d'essais, avec pas mal d'erreurs et avec quelques aussi réussites. Nous avons la chance d'être dans une école, donc nous avons le droit à l'erreur. Nous avons aussi la possibilité de prendre des risques et de chercher de nouvelles formes de photographie. Augmented Photography, c'est un site web que je vous invite à noter directement sur vos smartphones. augmented-photography.ch, direct favori, et vous pourrez donc augmenter votre expérience de ce soir en surfant sur vos smartphones. Augmented Photography, ça a été aussi en symposium avec Maxime Guillaume des Famous One, Joël Vacheron, It's Our Playground, Anne-Christine Bertrand, et encore beaucoup plus d'acteurs, Klaus Gunti, Estelle Blaschke, Nicolas Nova, qui ont produit aussi des articles très intéressants sur la recherche, qui ont été ensuite édités dans un livre, grand collecteur évidemment, exceptionnellement en vente pour vous ce soir. Pour vous et vos amis, parce que c'est bien aussi d'offrir des livres, c'est toujours quelque chose qui fonctionne bien. Alors, et Augmented Photography, donc, c'est une plateforme évolutive. Ce soir, elle prend la forme d'une table ronde. Et ça va rester un espace de partage. Elle existe grâce à vous ce soir. Merci beaucoup. Bonjour à tous, voilà, vous entendez. Tout d'abord, merci à l'ECAL et à Team
Master Photo pour l'invitation à Milo. Et puis merci aussi au Centre culturel suisse d'avoir et à vous tous d'être venus ce soir. Donc voilà, nous, on apparaît sous l'entête Materialize, et c'est un peu de ce dont on va vous parler. C'est ce dont on va vous parler ce soir. Et puis pour revenir un peu sur ce qu'a dit Milo, c'est vrai que tout le monde a un smartphone dans sa poche, et peut-être qu'on va commencer comme ça. Nous, on va parler de matérialisation, mais déjà, par la nature de nos outils photographiques qu'on possède, la masse exponentielle d'images en circulation sur Internet, elle est telle qu'elle efface par nature toute forme de dématérialisation. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on constate. Et donc, à travers tous les outils de maintenance, de diffusion, d'alimentation, le hardware, disons, par nature, elle est matérielle. Donc déjà, cette idée de dématérialisation, elle disparaît un petit peu. Et puis c'est tout. Hein. Donc nous aimons souvent dire que nous voyons plus d'art à travers nos écrans que nous visitons d'exposition. Et de ce fait, la documentation des œuvres est devenue aussi importante que les œuvres elles-mêmes. Et c'est ce qui nous a conduit à mettre en place cette exposition en 2014 à Glasgow, donc une exposition qui s'appelait Screenplay, et qui présentait dans l'espace d'exposition de la documentation d'œuvres, donc des JPEG à l'origine, imprimés, et pour mieux en apprécier, en fait, pour leur donner et mieux en apprécier leur matérialité à travers ces grandes impressions à échelle 1. Et donc, de tous les JPEG qui existent, une infime partie seulement sont un jour matérialisés. Et c'est aussi le cas pour les œuvres d'un autre artiste que vous connaissez sans doute, artiste hollandais qui s'appelle Harm van der Dorpel. Et, qui a écrit un article dans... Qui aussi a écrit un article dans cette magnifique publication Augmentée de photographie. Et en vente à 30 €. Non, 25. 25 €. Ouais. Je crois. Promotion ce soir. Voilà, ce sont des images créées de façon algorithmique. Et en fait, l'artiste, à travers ça, qui sont créées de façon algorithmique et aussi sur plateforme digitale, et l'artiste n'en produit qu'un faible nombre. Et tout en organisant une forme... voilà, c'est algorithmique, mais aussi assez organique, puisque chaque image est le parent ou l'enfant d'une autre image. Et la mort du fichier arrive au moment de sa naissance aussi, sous forme de sculpture, en ces termes à lui. Et donc un autre artiste qui, depuis le début des années 2010, a choisi de matérialiser une partie de la documentation de son travail, puisque toutes les vues d'exposition que produit Artivircan, vues d'exposition ou vues d'œuvre, sont ensuite imprimées et gagnent une seconde vie comme ça sous la forme d'objets qui seront à leur tour refotographiés et qui redeviendront le matériau des prochaines œuvres de l'artiste. On continue, on continue ce on-up, mais à chaque fois avec des exemples assez différents. Le travail de Rachel de Joude, alors c'est aussi des artistes avec qui on a travaillé, c'est pour ça qu'on aime aussi à présenter leur... en tout cas les présenter assez brièvement dans ce contexte-là. Rachel de Joude, que vous connaissez aussi sans doute, qui a un travail de photographie qui prend la plupart du temps des formes assez sculpturales. Et déjà, de la nature de ces photographies, elles ont toujours... les images sources ont toujours vraiment... parler de sculpture, c'est souvent des matériaux bruts ou des images de matériaux de construction ou de choses qui suintent, en tout cas aussi liées à une certaine fluidité qu'on peut avoir dans le corps et dans ce qu'on fabrique, mais aussi liées à partir des textures qui font directement un lien entre la sculpture et la photographie. Et l'image. Un dernier artiste que nous voulions évoquer et qui est intervenu cette année, l'année passée auprès du Master Augmented Photography, c'est Anne de Vries, qui est un artiste hollandais, et dont le travail de sculpture
de sculpture qui est à la base un travail photographique. Tu veux dire non Mais voilà, mais qui utilise, non, Anne de Vries, artiste qui utilise aussi des techniques de façonnage et de production liées aussi à l'industrie et voilà, qui crée littéralement des sculptures. Mais bon, comme vous l'avez vu, en fait, toutes ces images-là, c'était pas non plus pour vous faire comme ça, une énumération d'artistes qui pouvaient voilà, employer l'image ou la photographie à des fins plutôt sculpturales dans un souci de matérialisation. C'était aussi une façon pour nous de les montrer et puis de voir comment on pouvait aussi apprécier ces images telles qu'elles étaient en tant qu'images et justement dans la relation que ça entretient avec la sculpture. Ça, c'est quelque chose sur lequel, enfin, c'est un sujet en tout cas sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Et ces images, et ça on l'évoquait un petit peu avec Artivircan, sont pour nous un nouveau matériau dont peuvent ou dont s'emparent les artistes contemporains dans un travail qui est de sculpture dans un second temps. Et ça, c'est le cas d'une exposition que nous avons conçue en 2016 à la Galerie Valentin à Paris, qui s'appelait Reconstructive Memory, qui est une expo de groupe, en fait, où plusieurs artistes avaient exposé des pièces murales. Et nous avions fabriqué ces grands filtres, ces grands écrans qui venaient s'interposer, en tout cas pas tant dans la galerie que sur les vues d'exposition qui étaient diffusées sur Internet. Et donc aucune des œuvres n'était rendue dans leur intégralité par le biais des images de l'exposition, créant ainsi comme ça deux expériences totalement différentes et inédites, celle de la visite de l'exposition physique et celle relayée sur Internet. Voilà, tout en créant une sorte de mise en abîme du lieu et de l'exposition. Mais voilà, c'était des artistes qui étaient d'accord avec le principe et qu'on a tous invités à participer. Donc, partant aussi du constat que l'espace d'exposition est devenu aujourd'hui plus un studio photo qu'un espace à visiter, nous avons conçu avec les étudiants du master photographie de l'ECAL Lausanne une exposition composée de photographies sculpturales ou on peut dire ça comme ça, même pour celles qui apparaissent sur des écrans, mais aussi une photographie qui pour nous était destinée à être photographiée. C'était vraiment une des premières règles, ou en tout cas un des premiers préceptes qu'on avait amené aux étudiants quand on a commencé à travailler avec eux. Et c'est comme ça que ces structures sont nées, des structures qui seraient, qui agiraient comme ça, comme des écrans, et qui permettraient aux pièces de se superposer. Et de créer comme ça des cadrages ou des images filtrées et qui finalement, elles aussi, augmenteraient la documentation de l'exposition. Et le but étant aussi de confronter au final le point de vue du visiteur, du lieu, avec ses yeux de surfeur en ligne, quoi. Ce qu'on est tous. Voilà. Nous passons la parole au fameux Maxime Guillon. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je ne vais pas m'occuper de toute la partie New Tools, parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Mais moi, je vais me pencher plus particulièrement ce soir sur l'intelligence artificielle dans la photographie et plus particulièrement dans la retouche photographique, dans la post-production au sens large. Et ce qui m'a le plus interpellé en faisant ces recherches, c'était surtout l'apparition de Content-Aware auparavant sur Photoshop CS5. C'est un peu cette première approche d'intelligence développée ou non, quelle qu'elle soit, sur un logiciel, donc une interface. Et donc c'est assez intéressant le fait qu'il y ait cette apparition de vision d'ordinateur qui interprète nos images et qui arrive à les reconnaître. Et même si l'algorithme n'est pas si poussé que ça, cette première approche, elle est assez intéressante. Et aujourd'hui, on a vraiment pas mal de recherches assez poussées dans plein de milieux
en tout cas de l'image et de la reconnaissance de l'image et aussi de deep learning. Et on le voit aujourd'hui avec plein voilà, juste avec le nouvel iPhone pour les reconnaissances faciales ou plein d'algorithmes qui sont développés et qui ne sont pas pour le moment encore des interfaces, mais plus des scripts et des algorithmes qui sont pour certains en open source. Mais on voit en tout cas aujourd'hui sur plein de réseaux sociaux beaucoup de ces recherches qui sont communiquées très régulièrement. Et ça passe par les neural networks et le machine learning. Et c'est assez intéressant parce qu'on a justement ces machines super puissantes et qui travaillent avec des cartes graphiques assez poussées et très onéreuses. Je trouve intéressant aussi l'objet en tant que tel. C'est assez marrant de faire cette métaphore avec, ou en tout cas cette transition avec l'outil photographique. Pour moi, ce genre d'objet, on pourrait très bien l'interpréter comme aussi un outil photographique, en tout cas très certainement prochainement. Et donc, en tout cas, c'est surtout montrer l'accès et la disposition de tous ces outils et de la puissance, c'est-à-dire que auparavant, c'était très difficile d'avoir des rendus photographiques, ou en tout cas des rendus générés par ordinateur, par exemple la 3D. Aujourd'hui, c'est très facile de faire des rendus et d'animation de 3D en très peu d'heures. Et donc, ça en vient de même pour les algorithmes au sens large. Donc, c'est pour ça qu'on voit autant de recherches développées aujourd'hui. Je vais montrer quelques exemples. Après, je ne me considère pas du tout comme un scientifique ou quelqu'un qui connaît exactement ces typologies d'algorithmes, ou en tout cas comment les faire, etc. Ce n'est pas vraiment mon domaine, mais je pense que c'est intéressant de les énumérer. Ici, c'est Google DeepMind. Donc, beaucoup de ces projets sont financés par voilà, Google, Apple, Adobe, même Tesla. Beaucoup de ces choses-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de résultats qui vont être très intéressants pour le commerce. Et là, ce qui est intéressant, en tout cas, de prendre connaissance, c'est que seulement avec des phrases, les algorithmes sont capables aujourd'hui de créer des images. Avec, bien sûr, beaucoup de convergence, mais cette convergence, elle est assez intéressante d'ailleurs. Et en fait, c'est surtout très intéressant de voir à quel point il y a cette vision un peu d'ordinateur et d'interprétation surtout. Donc, comme on peut le voir, il y a beaucoup de résultats suivant les points clés qui sont posés, ou aussi les paramètres qui sont modifiables. Il y a aussi cette recherche faite en tout cas financée par Apple. Je ne veux pas dire qu'elle est faite par Apple, mais ce qui est intéressant, c'est à quel point tout va très vite. Et bon, alors c'est déjà une recherche très ancienne, mais elle a été faite en août. Et là, aujourd'hui, il est possible, ou en tout cas, il y a une ouverture pour à partir d'images de synthèse, créer des photographies. Et l'application serait portée sur la vidéo principalement, pour des gros Ghostbusters qui ont du mal à interpréter en 3 dimensions un certain réalisme. Des chercheurs sont en train de travailler activement sur ce domaine. Alors, voilà, il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'outils disponibles. Et après, il y a aussi ce discours qui apparaît de plus en plus de partout, qui est très dystopien et qui se méfie voilà, de nouveaux outils, de nouvelles recherches. C'est assez intéressant. Et c'est aussi quel rôle on a encore aujourd'hui en tant que petit photographe ou étudiant ou artiste autour de tous ces nouveaux gadgets. Et
et aussi quel est notre rôle dans tout ceci. Donc moi, j'ai travaillé récemment sur Google Deep Dream, en l'occurrence, qui donnait en open source ses résultats de recherche, donc ses algorithmes pour travailler des images. Alors c'est un peu un process très long pour obtenir des images de très faible qualité, mais le résultat est très intéressant. Et donc moi je me suis intéressé dernièrement cet été sur plein d'images. Donc j'ai utilisé pareil, je trouvais très intéressant de travailler avec l'automatisation de l'image. Donc je voulais faire des images très simples à l'iPhone pour jouer sur la métaphore de deux sujets qui m'intéressent beaucoup, sur la consommation et la technologie au sens large. Donc cet algorithme qui est proposé par Google Deep Dream est un algorithme qui définit à partir d'une image de référence et une image source qui permet une manipulation totalement automatisée par l'algorithme. Et le résultat est très intéressant parce qu'en fait, il prend l'image de référence, son style, son esthétique, pour la transférer sur l'image source. Donc le logiciel va interpréter et créer une nouvelle image. Et cette perte de contrôle, cette automatisation est très intéressante parce qu'elle est très brute. Et voilà un exemple très direct. On a des images qui sont altérées et cette altération, elle est assez belle. En fait, il y a une part d'abstraction, mais il y a aussi cet outil qui est disponible où on peut justement en jouer et voilà, l'utiliser à de bonnes fins ou non. Mais voilà, je peux vous en montrer des différentes. Très radical. Voilà, suivant les paramètres qu'on donne, il y a des accentuations, voilà, des réglages très basiques, mais le résultat est très aléatoire. C'est-à-dire que ces images-là, j'en ai fait beaucoup, et parfois souvent avec les mêmes paramètres et les mêmes images sources et de style. Et souvent, l'algorithme, vu qu'il apprend par lui-même, renouvelle à nouveau son altération et propose différents visuels. Voilà, là j'ai pris une image dans une banque en chinois qui dit bienvenue et une moto, voilà. Et l'association est très intéressante. Voilà. Bon, moi visuellement ça m'attire beaucoup. Je trouve que c'est très intéressant comment le logiciel peut fabriquer ce leurre visuel en mélangeant ces deux domaines qui sont censés attirer les gens visuellement. Et tout ça donne beaucoup de perspectives, notamment dans le milieu de la création visuelle. C'est-à-dire que si on part de ce principe, peut-être que dans quelques années, donc ça c'est un peu l'observation dystopienne, mais peut-être que dans quelques années, on aura seulement besoin d'un produit et d'un algorithme pour créer des campagnes, non plus de print, mais peut-être sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux qui vont apparaître. Et donc, ça c'est assez intéressant comment toute cette labeur d'appeler un photographe, d'appeler quelqu'un, un directeur artistique qui va faire le tampon entre la marque et le photographe, etc. On pourrait justement, comme dans une usine, oublier l'ouvrier et justement aller dans la production la plus rapide possible, sans faire beaucoup d'efforts. Et donc voilà, ça c'est un peu le point de vue dystopien que j'essaye d'éviter, en tout cas personnellement. Mais je trouve que plutôt ça ouvre beaucoup de portes, c'est-à-dire que je me sens encore plus valorisé personnellement grâce à ces outils, parce que je peux vraiment essayer de nouvelles choses et aussi les utiliser peut-être contre eux-mêmes. Voilà, je suis très intéressé par l'accélérationnisme aussi, donc je trouve que ces outils ils sont plutôt les bienvenus, en tout cas personnellement. Après, c'est juste des observations.
Je ne vais pas prendre des grosses positions. Voilà, c'est à peu près tout. Merci à tout le monde pour l'invitation. Donc, en ce qui me concerne, je vais présenter le chapitre qui a trait à l'ubiquité. Donc, on a appelé ce chapitre ubiquité, c'est juste principalement en fait pour parler du statut de la photographie à l'heure actuelle. Est-ce que la numérisation des images a inclus ou a engendré en fait dans notre rapport à la réalité? Et, donc, c'est une approche qui est un peu plus, je dirais, académique. Je reviens en arrière parce que je pensais qu'il y avait un autre slide. Donc voilà, c'est pas grave. Mais du coup, on s'est plus posé des questions en fait sur la manière dont l'image a transformé en fait notre rapport à la réalité. On s'inscrit un peu dans un courant qui est un courant plutôt de type cultural studies, visual studies, avec des auteurs justement comme Jonathan Crary qui s'interrogent sur l'espèce de transition assez abrupte en fait qui s'est passée dans les années 80-90 quand les logiciels sont arrivés, ont permis en fait de construire des images d'un autre type, des images qui étaient jusqu'alors qui n'avaient jamais été visibles. Et cet apport en fait engendre de nouvelles manières de les construire. Et donc je commence avec cet exemple qui est assez intéressant. L'intérêt comme l'a dit Milo, en fait, je m'intéresse pas mal aux images de l'espace ou aux photographies qui ont trait à l'exploration spatiale, parce qu'en somme, c'est des images qu'on lit toujours comme des espèces de rendus objectifs. On a une vision assez romantique en fait de ce type d'image, qu'on imagine comme une espèce de nature intouchée qui se présente à nos yeux comme par magie quelque part, mais dans sa nature la plus authentique. Donc là, juste cet exemple, c'est tirer en fait la manière dont les exoplanètes en fait sont traduites en images. Donc à gauche, on a les données en fait qui sont extraites des satellites, des télescopes en fait qui arrivent à localiser ces planètes. Et à droite, on a la représentation refaite en fait à l'aide de logiciels qui sont en fait des illustrations qui montrent la possibilité en fait de ces univers. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait l'habitude de dire que c'était des images d'artistes ou des créations qui étaient complètement imaginaires, parce que de l'un à l'autre, en fait, il y a assez peu d'éléments qui peuvent dire que ce décor, ce panorama existe. Mais à l'heure actuelle, on a tendance à les prendre comme des réalités en soi, parce qu'on est encore très accroché en fait à cette volonté de voir les choses par analogie. Il y a un autre critère qui est intéressant avec cette image, c'est le crédit, c'est NASA JPL. JPL Caltech, c'est Jet Propulsion Laboratory. Je vais reparler de ça tout à l'heure. Donc c'est juste pour mettre ça en perspective. Voilà la citation. J'avais dû faire bien. Donc du coup, cette référence à Jonathan Crary est importante puisque c'est un des théoricien qui a vraiment le mieux mis en perspective cette rupture en fait qui s'opère avec l'avènement du numérique. Il le fait en fait en comparant en fait, ce qui s'est passé dans les années 80-90 à la rupture qui s'est passée entre la représentation de type médiéval à la représentation en perspective qui a impliqué complètement la création de nouveaux espaces de représentation. Donc cette référence est importante et elle a guidé la plupart des essais, des 3 essais en fait qui sont qui font partie de cette section ubiquité, donc des essais qui ont été écrits par Klaus Gunti et Esther Blaschke. Un autre exemple qui est intéressant, c'est aussi de voir comment, en fait, en créant ces images de toutes pièces, on est tout le temps en fait, dépendant de critères culturels ou historiques. Le cas des images de Hubble sont assez classiques, puisqu'on oublie en fait, à quel point elles sont travaillées et elles dépendent en fait, d'une forme d'art en fait, de retranscription ou d'interprétation de ce que ces paysages peuvent évoquer. Donc ça, c'est un exemple pour dire, bon voilà, on a l'exemple d'une image brute telle qu'elle elle est accessible à l'aide des télescopes, donc c'est une image en noir et blanc. Et ensuite, on a la partie colorisée ou la version colorisée qui, comme
Elisabeth Kessler, qui a travaillé en fait sur ces représentations de Hubble. Le signal, c'est que la plupart des gens qui sont en fait en charge de faire ces colorisations s'inspirent des tableaux de la période romantique. Dire que les ciels du romantisme inspirent les ciels tels qu'on peut les imaginer dans l'espace intersidéral. Donc cette question est assez intéressante, surtout qu'elle met, Elisabeth Kessler, dans le livre qui s'appelle Picturing the Cosmos, elle évoque en fait la part d'artistique en fait qui est assumée en fait par les scientifiques qui font ces coloriages. Ce qu'il y a d'intéressant, donc on voit que ces images sont composées, sont dépendantes de critères culturels, de valeurs implicites à des groupes. Les groupes scientifiques ont une certaine vision du monde qui n'est pas partagée par l'humanité entière. Et la manière dont Elon Musk, dans ses discours, par exemple, un discours qu'il a fait récemment, présente en fait des animations du projet de mission intergalactique qu'il est en train de mettre en place ou potentiellement mettre en place pour coloniser Mars, et parle de ces rendus d'artistes comme des images qui sont réelles en fait. Là, on n'est plus dans la possibilité. Et ça, c'est quelque chose d'assez flagrant qu'il dit juste comme ça au tournant d'une phrase, mais en fait qui montre bien à quel point notre volonté de voir les choses par analogie nous impose en fait une nouvelle croyance en fait dans des images qui, en tant que telles, n'ont aucun rapport avec la réalité. Pour ça, je trouvais intéressant de revenir en fait aux origines de ces technologies et à travers en fait le portrait. C'est une correspondance que j'ai entamée avec David M, qui est en fait un illustrateur, un artiste qui était vraiment un des pionniers à utiliser les technologies utilisées par la NASA à des fins artistiques. Il était artiste en résidence à la NASA en 1975-76, où il a la possibilité d'utiliser les premiers logiciels qui avaient été mis en place et inventés en fait par les pionniers de l'imagerie numérique, notamment Jim Blin, qui est un personnage assez important et qui travaillait avec lui à la NASA. Donc il a en fait très vite essayé de découvrir quelles étaient les potentialités créatives, artistiques en fait de ces logiciels. Ce qui est intéressant dans son parcours, c'est que très vite, il a un peu bricolé des espèces d'univers et des compositions qui n'étaient pas du tout liées à une vision hyper réaliste du monde. Plutôt, il essaie de ressortir la charge artistique ou poétique de ces images. Il y a beaucoup de choses à dire sur son parcours. Je trouve qu'il a déjà ouvert une brèche dans le rapport entre art et science, puisqu'il était vraiment un des tout premiers à utiliser ces logiciels. Beaucoup de détermination en fait, aussi pour s'imposer dans un milieu qui était plutôt pas forcément favorable à faire joujou avec des technologies qui, à cette époque-là, étaient vraiment extrêmement chères et plutôt exclusives. Donc du coup, c'est un personnage que je trouve assez intéressant. Je le dis en parenthèse, c'est que je suis tombé en fait sur son travail grâce à cette image qu'il a faite pour la couverture, qu'il n'a pas faite pour la couverture, mais qui a été reprise pour la couverture de l'album d'Herbie Hancock, un album qui est sorti en 83 qui s'appelle Future Shock et qui, à mon avis, évoque assez bien en fait l'horizon de la vision satellitaire ou le type de vision à laquelle on est vraiment accoutumé maintenant. C'est vraiment la vision machine dont parlait mon cher ami Maxime. Donc du coup, voilà, c'est une métaphore que je trouve intéressante et qui amène en fait cette dimension un petit peu dystopique ou un peu ambivalente de cette représentation de la réalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'un peu comme l'a dit Maxime dans sa présentation, il a aussi dans la présentation de It's Your Playground, cette volonté de jouer sur les accidents en fait, qui sont propres au médium, la part hasardeuse en fait, de ces productions, et à le faire de manière souvent un peu tâtonnante, puisqu'il était vraiment dans une espèce d'espace dans lequel il devait inventer les règles. Il n'y avait pas forcément de normes, de critères esthétiques qui devaient guider sa démarche. Donc c'est assez intéressant aussi de voir comment il a... Plutôt que de tendre vers l'hyperréalisme, il a plutôt tendu vers quelque chose qui était beaucoup plus subjectif et accidentel. Dans l'essai de Klaus Gunti, il reprend aussi ce moment un peu charnière où la réalité augmentée commence à être diffusée de manière très large en fait. On parle d'un moment qui est le début des années 80. Il faut penser que
les premiers logiciels type MacPaint, les logiciels qui ont été diffusés à travers les ordinateurs Apple et IBM, ont été popularisés à partir des milieu des années 80. Donc on est encore dans un moment où ces images ne sont pas vraiment communes. Et Tron, ça fait un peu partie des exemples qui ont vraiment familiarisé en fait, une grande partie du monde occidental en particulier à voir ces environnements augmentés. Et donc ça, c'est un peu le propos de Klaus Gunti qui revient sur cette histoire à travers différents exemples et des exemples plus contemporains aussi qui justement évoquent de manière assez exemplaire la manière dont notre perspective, le monde vu à travers ces outils numériques offre des points de vue qui sont complètement inédits. Et on commence aussi à être de plus en plus habitué en fait, à voir ces environnements quasi impossibles, ces perspectives impossibles. Dans le texte de Klaus aussi, il évoque l'importance qu'il n'y a pas que les outils en fait, de création, de post-production qui sont importants, c'est aussi les outils qui ont permis de manière assez large la diffusion de ces images et qui ont créé aussi toute une nouvelle économie visuelle. Et donc l'intérêt ou l'apport d'Internet et de la création aussi de banques d'images accessibles en tout temps, partout, c'est un peu le propos de Estelle Blaschke, qui dans son texte en fait revient sur l'invention ou la création des premières banques d'images en partant en fait de certains exemples comme Corbis ou Getty Images qui sont devenus des espèces de gros mammouths en fait qui ont accumulé ou aspiré tout ce qu'il pouvait y avoir de visuellement intéressant, attractif, vendable dans leur banque d'images. Et en fait, c'est assez intéressant. Son approche est très intéressante à plus d'un égard parce que c'est une historienne qui s'intéresse aussi à l'origine en fait de ces banques. Donc, elle les traite aussi avec un peu de recul. Elle aussi, elle relativise cette espèce de boulimie d'images visuelles qu'on a actuellement, qui clairement existait déjà, comme elle le dit dans son article, dans les années 20 ou les années 30. Et donc voilà, une longue citation comme ça, juste pour vous maintenir éveillé. Ce qu'on évoquait aussi, cette particularité des images qui maintenant sont inscrites ou dans lesquelles sont inscrites plein d'informations qui sont même pas visibles, mais qui influent complètement la manière dont elles vont être classées, la manière dont elles vont circuler, la manière dont on peut y accéder. Et cette idée d'indexation et de polysémie est importante. Et elle relève aussi, comme il y a une citation assez connue de Sekula qui dit que lorsqu'une image se retrouve dans une archive, en fait, elle est ouverte à tous les types d'informations. Comment dire, elle est accessible. Toutes les significations peuvent lui être données, en fait. Et c'est vrai que c'est important de relever cette espèce d'ubiquité, en fait, qui est toujours inhérente à l'image, parce que l'image est fondamentalement polysémique, mais c'est vrai que maintenant on a une conscience très claire en fait de la manière dont ces images, malgré leur dimension, cette impression qu'on peut avoir qu'elles sont toujours plus facilement classifiées et tout ça, restent toujours subjectes à des critères très subjectifs. Et tous ces critères-là, ça a un peu nourri les premières références sur lesquelles on s'est basé pour le projet, notamment Joe Hamilton qu'on citait, qui a en fait dans son travail reflète un petit peu ces questions de l'archivage, la reconstitution en fait, d'environnements sur des réseaux sociaux qui sont composés d'images très hétéroclites et qui reforment des réalités hybrides et composites. Donc ça a été une des références assez importantes au début. Et aussi Thomas Traum, qui aussi, un peu comme David M, en fait, utilise sa maîtrise assez particulière, experte en fait des logiciels pour créer des réalités vraisemblables ou des simulations possibles, mais qui jamais en fait lorgnent du côté de l'hyperréalisme. Et donc du coup, cette dimension artistique et cette volonté de ne pas suivre le modèle de Elon Musk qui vraiment cherche à créer des images ou à nous faire croire que les images synthétiques sont des réalités, on a plutôt pris l'option de montrer en quoi les images synthétiques sont plutôt des créations et qu'elles découlent de l'imaginaire de gens. Et, voilà. Donc,
c'est une petite citation qui résume un petit peu ce que je viens de dire. Je l'avais oublié. Donc voilà. Très bien. Merci. Voilà, bonsoir aussi de ma part et merci beaucoup à l'ECAL et Centre culturel suisse. Milo le disait déjà, je suis curatrice chez CO Berlin, c'est une fondation non lucrative. Donc on fait des expositions consacrées entièrement à la photographie et on a entendu plusieurs aspects maintenant sur le fait comment le médium de la photographie a changé ou est en train de se transformer. Et la grande question en fait que moi j'aimerais bien poser, c'est justement comment peuvent les institutions consacrées à la photographie, donc à un médium qui change énormément, peuvent suivre en fait ce médium et trouver des moyens pour avoir un programme qui aussi dans le futur aura encore une relevance, une importance. Voilà. Donc en fait, ce qu'on peut voir quand on regarde les dernières années, c'est qu'il y a plusieurs institutions qui sont un peu, comment dire, aussi non lucratifs, on pourrait dire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des musées publics, parce qu'on a plusieurs formes d'institutions. À la fois, on a des musées publics, mais à la fois, on a des institutions sur lesquelles je vais me poser maintenant. C'est le Foam à Amsterdam, c'est aussi le Fotomuseum Winterthur en Suisse, et c'est CO Berlin à Berlin, qui sont trois institutions qui sont en fait construites d'une manière assez similaire. Ça veut dire, eux, ils gagnent leur argent par les visiteurs, donc ils sont beaucoup plus dépendants du nombre de visiteurs. Donc le programme est constitué d'une autre manière, peut-être un peu que dans les musées publics. Donc en ce qui concerne ces institutions-là, on a pu voir que dans les dernières années, il y a plusieurs formats qui sont apparus, qui justement posent des questions sur le futur du médium de la photographie. C'était en 2011, What's Next? The Foam, c'était un symposium de plusieurs jours avec plusieurs experts internationaux qui ont discuté différentes questions sur le futur du médium photographie. Ensuite, CO Berlin a lancé un programme en 2013 appelé In Transition, qui était non seulement que l'institution était en transition parce qu'on a dû changer le bâtiment, mais aussi que le médium de la photographie était en transition ou est en transition. Donc on a organisé plusieurs discussions, symposiums, visites dans des archives, dans des collections, etc., pour justement aussi regarder un peu plus les questions du futur du médium. Ensuite, en 2014, il y a Situations au Fotomuseum Winterthur qui a été lancé également avec le but de justement insérer d'autres formats dans le programme et aussi d'insérer des formats un peu plus vivants que le standard, ça veut dire les expositions, mais aussi d'insérer plusieurs situations qui peuvent être des performances, qui peuvent être des installations, des discussions, etc., justement pour ouvrir le programme. Et pareil, depuis on est dans notre nouveau bâtiment, depuis 2013-14, on a aussi un programme chez CO Berlin qui s'appelle Thinking About Photography, où justement on a des expositions présentant des artistes qui demandent des questions dans leur travail sur le futur de la photographie, sur des changements qui ont eu lieu depuis la numérisation, qui sont ensuite ajoutés oui, où on a aussi des discussions ou des performances, etc. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le fait de la diversification est très important. Ça veut dire ouvrir le programme qui a existé jusqu'à présent envers des formats comme des performances, des discussions, des workshops, des publishing platforms, etc., pour justement aussi donner une plateforme à tous les différents aspects de la photographie et d'ouvrir aussi vers le social media pour justement aussi insérer le monde online. En même temps, c'est très
c'est très important parce que là, on parle de augmented photography et tous les changements, etc. Mais la photographie reste toujours un médium très démocratique et qui aussi a toujours encore des tirages encadrés très classiques. Donc ça aussi, c'est la photographie. Donc comme une institution consacrée à la photographie, bien sûr, il faut aussi garder ces formats-là. Et aussi, si on regarde au niveau de notre public, il y a bien sûr un public qui aimerait bien voir les tirages cadrés, mais il y a aussi un public, bien sûr, qui aimerait bien voir d'autres nouvelles formes, tendances de la photographie. Donc il faut prendre vraiment, il faut avoir le but d'ouvrir le programme, mais pour toutes les formes de la photographie. En fait, il y a un fameux quote de Reassure and Surprise, c'était un réassurer et surprendre qui était dit par Glenn O'Leary, qui est le directeur du MoMA et qui justement exprime ce que je viens expliquer, que justement il faut à la fois réassurer le public, donc aussi montrer des expositions un peu standards, traditionnelles. Et en même temps, surprendre, ça veut dire ouvrir le format, le programme envers d'autres formats un peu plus expérimentels, ouverts, pour justement aussi être juste par rapport aux nouvelles tendances de la photographie. Donc ça montre peut-être un peu le défi qui se sont présentés, qui se présentent aux institutions consacrées à la photographie et justement aussi quelle balance qu'il faut trouver en fait dans la programmation. Et quelques possibilités pour le faire, ou justement aussi quel est en fait le rôle d'une institution photographique dans le futur. Est-ce que c'est toujours ce qu'on connaît aujourd'hui comme un musée ou comme une institution qui monte des expositions, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'autre? Quelles sont les tendances? Et à mon avis, c'est la médiation en fait qui devient un aspect central du programme. Donc déjà, la médiation toujours a été importante pour justement transporter le contenu, mais je crois que ça devient encore plus important aujourd'hui parce qu'on est entouré tout le temps par des images. On n'a plus vraiment le rôle de montrer des images dans des musées, c'est plutôt de créer un contexte qui fait sens et qui fait participer le public, qui donne des offres, par exemple, comme insérer des offres online. Par exemple, on a des Instawalk, on a des compétitions online, on fait des choses qui, par exemple, peuvent aussi être, quand on a une visite guidée qui part ou qui prend l'exposition comme point de départ, mais ensuite on se rend dans la ville, et justement pour faire un lien entre le contenu de l'exposition et la ville et l'espace urbain. Donc je crois que le rôle que des musées devraient prendre dans le futur, c'est beaucoup plus de contextualiser les images et de justement donner des outils pour lire les images et pour les mieux comprendre et gérer. À mon avis, c'est ça qui créera la pertinence des musées ou des institutions de la photographie dans le futur. Par contre, c'est pas seulement regarder à l'intérieur de chaque institution. Comme je disais au début, il y a beaucoup de différentes formes de musées. Et c'est justement aussi les musées publics qui ont beaucoup plus de bureaucratie, de hiérarchie, qui ont beaucoup à battre contre ces mouvements ou ces développements actuellement et qui n'arrivent pas toujours à suivre d'une certaine manière. Donc, à mon avis, c'est pas seulement regarder à l'intérieur de l'institution et de rééduquer ou apprendre soi-même, mais c'est aussi de discuter avec les autres institutions, donc d'élargir la discussion, broadening the discourse, justement pour créer et pour faciliter la diversité et aussi de créer un esprit ouvert dans tous les différentes sortes d'institutions pour justement pas seulement rester chez soi, mais de créer un contexte plus large pour justement pouvoir suivre la photographie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à
à tous nos orateurs qui ont fait un exercice de condensation de leur présentation, presque chronométrée. Je rajouterai juste peut-être quelques notions d'autres personnes qui ont participé au symposium à Lausanne et qui aussi ont écrit des articles qui sont dans le livre que vous savez bien. Voilà, c'est là dehors qui vous attend. Et je voudrais juste pointer quelque chose qui a été dit par Kim Knoppers, qui est donc une curatrice au FOM, une des institutions sœurs de CO Berlin et Photomuseum. Elle nous a mis en garde beaucoup sur le possible formalisme et sur le manque de contenu de certaines pièces qui peuvent sembler, bien sûr, séduisantes et très intrigantes, mais au final, ça reste que de la forme et ça ne véhicule plus ce que la photographie faisait ou fait encore beaucoup de nos jours. Voilà, c'est juste un point en plus qui, je pense, disons, en tant que responsable pour la photographie, je dois prendre, garder, tenir en compte et puis imaginer comment on peut, donc, dans cette nouvelle dimension, avec cette nouvelle technologie, pouvoir intégrer, bien sûr, donc du fond, du contenu et un message au final. Mais non, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, sinon on peut ouvrir la discussion. On a déjà fait plus que tard par rapport au programme. Je ne sais pas si... Non. Des famous one? Non. Okay. Donc, c'est à vous. Vous pouvez, si vous n'êtes pas trop fatigué encore, nous poser quelques questions. J'ai une question par rapport à la notion de document, puisque vous l'avez évoqué par 2 fois en fait, et qui renvoie donc à la question du format aussi d'exposition. Est-ce que donc de augmented photography, on irait vers augmented exhibition quelque part, puisqu'il y aurait comme une hybridation, là je vois, entre artistes, curateurs, chercheurs. Est-ce que c'est ça un peu nouveau format d'exposition vers lequel on irait? C'est-à-dire il y aurait l'œuvre, mais avec son métadiscours qui serait... Mais le métadiscours mis en scène en tant qu'œuvre dans l'espace d'exposition lui-même, pas comme un petit panneau collé à côté. Donc voilà, enfin, je pensais à ça puisque ça fait 2 fois qu'on entend quelque chose comme ça. De toute façon, en tout cas, pour rebondir, c'est vrai que la notion d'hybridation, je pense que c'est pour nous, puis je pense pour Maxime aussi, puis voilà, c'est quelque chose qui est peut-être ce qui nous motive le plus, ou en tout cas ce qui nous permet d'ouvrir, comme disait Maxime, d'ouvrir des portes vers des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et je pense que aussi étant soit chercheur, artiste ou commissaire, cette notion provoque l'excitation d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas vraiment, ou des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et puis même, ce qu'on aime souvent à dire, c'est que même quand on invite des artistes dans des expositions alors que nous-mêmes sommes artistes, c'est vraiment l'excitation de voir quelque chose se créer devant nous. Donc je pense que ça aussi, ça participe à tout ça, quoi. Et à mon avis, ce que moi j'expérimente, c'est de plus en plus vraiment une collaboration entre les 3 parties d'une certaine manière. Donc c'est plus qu'un fait l'œuvre d'art, l'autre fait l'exposition et l'autre, c'est vraiment une combinaison et c'est justement ça qui est important ou qui devient de plus en plus important et de aussi travailler beaucoup plus proche, par exemple, avec des collègues qui sont responsables de la communication online parce que du coup, ça devient part de l'exposition et d'une certaine manière de la médiation de l'œuvre d'art, de justement créer des actions sur les social media pour faire participer le public, que eux ils créent des œuvres d'art à partir de l'exposition ou les œuvres d'art de l'artiste. Donc c'est tout un processus qu'on expérimente chaque jour aussi sur l'internet d'une certaine manière, copier, recopier, travailler, etc., retravailler, qui est fait aussi autour des expositions et qui vraiment nécessite la collaboration et la communication entre plusieurs parties. Et j'ajouterais aussi qu'avec les nouvelles technologies, encore une fois avec les smartphones que vous avez tous dans votre poche, on a un mélange des genres qui est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que les caméras maintenant ne font pas seulement des photos, mais le film. Et là, on peut même utiliser
les téléphones pour faire des scans 3D des objets, par exemple. On peut aussi directement communiquer, donc devenir mass média. Et tout ça, c'est avec des frontières de plus en plus poreuses, de plus en plus floues. Et moi, je vois ça comme une belle opportunité plutôt que quelque chose qui nous fait peur, comme ça. Mais on perd un peu la notion du métier du photographe spécifique, comme ça, mais plutôt aussi d'un créateur qui peut jongler aisément d'un réseau à l'autre. Et on remarque ça aussi dans la photographie commerciale, de commande. Comme maintenant les marques bougent beaucoup du modèle classique de la campagne de publicité avec 3 photos réalisées par un photographe de renommée internationale, payé $100,000 par exemple. Ils fragmentent maintenant leur budget pour passer beaucoup sur les réseaux sociaux et ils sont absolument gourmands de nouveaux contenus, surtout réalisés par plusieurs jeunes qui savent en fait jongler entre une section et une autre. Je pense que c'est très bien pour d'ailleurs les étudiants de l'école puisqu'ils pourront exister dans cette nouvelle réalité. Mais dans le cadre de se penser ensemble, en fait, quel sera le statut de l'objet, et d'autant plus si tout à coup la mise en forme du discours est faite par des artistes eux-mêmes en boucle. Après, enfin, s'il y a cette boucle qui se fait. Après, je ne vais pas hijacker la parole. Donc. L'exemple est là, au centre. Il y a d'autres questions ? Bonsoir. Moi, je me demandais, pas du tout de manière péjorative ou négative, mais comment on peut peut-être éviter de rentrer dans quelque chose de fort, enfin, qui parfois peut paraître spectaculaire ou tout de suite, je sais pas, on va chercher des grandes projections ou quelque chose de l'ordre de la 3D ou quelque chose qui devient de plus en plus immersif, de l'ordre de l'expérience aussi. Et comment on peut peut-être éviter de rentrer forcément dans quelque chose de tout de suite très grand ou tout de suite très innovant, et de peut-être mélanger justement à la fois des valeurs peut-être plus traditionnelles, entre guillemets, plus, je sais pas, après, elles sont très différentes, mais dans un rapport 1 à 1 avec l'œuvre, et mêler aussi des choses nouvelles. Et est-ce que c'est pas aussi un peu dangereux de tout de suite arriver sur quelque chose de très séduisant, très attractif, et voilà, quoi. Dangereux et séduisant, c'est tout ce que j'ai envie personnellement. Mais après, au-delà de ça, si on voit des formes plus classiques, on peut voir par exemple comme les livres photographiques ont un essor incroyable et comment, grâce même aux nouvelles technologies, encore une fois, on peut auto-publier des livres. On a des salons ici à Paris, là maintenant, Offprint, Polycopie, qui rencontrent un succès, qui montent toujours. Tous les grands événements liés à la photographie associent toujours en salon qui offrent par exemple ce format-là. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais effectivement, on a la possibilité de faire du spectaculaire en prix plus raisonnable qu'à une époque, avec des outils qui sont comme des projecteurs, comme l'impression de grands formats comme ça, qui sont à la portée de tous, pas seulement les photographes professionnels, mais même tout le monde, vraiment. Après, c'est vrai qu'il y a toujours ce piège de spectaculaire, mais vide, peut-être. Ouais. Donc, il faut être attentif. Non, oui, tu as tout à fait raison, et je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, que la photographie est un médium très démocratique, et même ça dépend aussi un peu des générations, je crois, parce que ce que moi je remarque, ma génération, par exemple, qui est née au milieu des années 70, qui ont donc fait leur éducation souvent encore dans la photographie analogue et qui ont été très conscients quand le shift a été fait, et qui maintenant sont une grande partie d'artistes travaillant très conceptuels, et justement avoir un deuxième layer dans leur travail qui en même temps pose plein de questions sur les circonstances qui ont changé au niveau de la production, au niveau de la distribution, la perception, etc. de la photographie, et depuis il existe le World Wide Web par exemple. Donc ce sont des positions très intéressantes qui font un peu la transition qui existent aussi, et qui ne sont pas des vieux photographes ou quelque chose comme ça. Donc,
à nouveau, je crois, il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a tous les différentes formes. Et ça, c'est très important parce qu'il nous montre où peut-être le futur va être. Mais bien sûr, là aussi, ça va rester très divers, à mon avis. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Non, peut-être juste pour rajouter, c'est vrai que dans la sélection d'œuvres qu'on a vue là, que Milo a montré des travaux des étudiants, pour les avoir aussi côtoyés puis mis en espace avec les étudiants, nous aussi, en fait, on savait, même quand on est intervenu à l'école, on savait, voilà, il y avait des choses qu'on avait vues en ligne avec du cinéma 4D ou des choses assez comme ça démonstratives. Mais c'est vrai que énormément de pièces, peut-être même plus de la moitié, étaient des formes assez modestes en fait. Encore des choses imprimées sur du papier et par exemple contre-collées. Et effectivement, en photo comme ça peut donner une sorte de dimension assez, assez propre. Mais c'est vrai qu'en vrai, elles ont vraiment leur matérialité. Voilà. Mais moi, c'était juste pour revenir. Et en fait, encore un dernier aspect, parce que c'est justement aussi une tendance qu'on peut observer, qu'il y a beaucoup d'artistes qui commencent à justement casser, je ne sais pas, désolé. Voilà, à rompre avec le perfectionnisme de l'image numérique, par exemple. Donc ça aussi, c'est de la photographie très contemporaine et qui s'occupe des nouvelles tendances et des changements depuis la numérisation. Mais justement, fait l'envers, en fait. Antje Peters, par exemple, c'est un bon exemple. Et elle a beaucoup de succès avec ça, justement parce qu'elle pas déguisée, mais non... Voilà, désolé, c'est pas ma langue maternelle. Voilà. Non, il y a encore un petit peu de romantisme dans la photographie. On essaye de le considérer encore aussi. Voilà. On a un micro. C'est une question qui concerne la maquette des formations. Vous avez beaucoup insisté sur l'intérêt des nouvelles technologies et la manière dont vous formez les élèves à ces nouvelles technologies. Dans quelle mesure vous mettez en perspective, peut-être à travers une archéologie des médias ou une histoire des techniques, ces nouvelles technologies pour aider les élèves à s'approprier d'une manière peut-être d'autant plus pertinente ces nouvelles technologies? Je vous rassure, nous avons encore un laboratoire noir et blanc à l'école. Et il est plutôt fréquenté. Et c'est un outil exceptionnel pour comprendre l'image photographique et pour partir des bases classiques, argentiques d'ailleurs. Pourquoi? Puisque les outils, encore une fois, technologiques, empruntent énormément de références formelles et en mots aussi, de langage aux outils classiques. Et c'est très important aussi pour nous que nos photographes puissent connaître les techniques du passé, du présent et du futur, aussi pour que les générations puissent se parler, pour ne pas avoir cette déconnexion que tu disais tout à l'heure. Donc ce trait d'union est important, de faire un pont entre différentes temporalités. Et puis, en fait, bien sûr, on est toujours un peu prétentieux et on croit toujours inventer des choses, de la nouveauté comme ça. Je vous rassure aussi, je pense que dans les années 30, avec la nouvelle objectivité, des choses fantastiques ont été faites et aussi c'est notre mission de faire comprendre aux étudiants qu'ils ont l'air de faire la chose la plus exceptionnelle de tous les temps, mais que dans plusieurs époques, il y a eu des passages, des révolutions, des innovations. Et c'est toujours agréable de réussir un tout petit peu à embrasser justement passé et futur. Non, mais ça, c'est vrai que ça fait écho à ce que Anne-Christine disait aussi sur le futur des institutions. Il est aussi valable dans le futur, peut-être proche des arts plastiques. On va vers une cohabitation plus que vers un monopole des nouvelles technologies. Mais ça, il n'y a qu'à entrer dans une galerie d'art contemporain, comme il y en a tellement à Paris, pour se rendre compte que la céramie ou le tissage côtoient
la réalité virtuelle ou autre expérimentation ultra technologique en fait de tout le temps. La technologie a influencé des pratiques plus archaïques et inversement proportionnelles. Donc je n'ai pas très peur en fait de ces. Voilà. Oui, je suis probablement le seul dans cette salle à ne pas savoir ce que c'est, mais vous avez évoqué le cinéma 4D. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est, s'il vous plaît? C'est un logiciel, un programme. Pratiquement, c'est une virtualisation du studio photographique. Et avant, j'ai passé des images, j'avais vu un film, on voyait des images un peu en 3D comme ça. Donc, c'est un outil assez exceptionnel, assez d'ailleurs facile d'utilisation. Et il recrée vraiment tous les aspects d'un studio photographique. On choisit une optique, on choisit un cadrage, on choisit où on place la lumière, on choisit notre point de vue. Et là, encore une fois, si on est photographe, on a beaucoup plus de facilité à utiliser ces logiciels, Cinema 4D ou autres, que si on est juste des techniciens, par exemple. Mais le D est pour dimension ou pour autre chose? D pour dynamique. Voilà. Non, oui, je pense. Oui, ça doit être dimension. Je ne sais pas, vraiment. Merci. Et est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y aurait comme une sorte de rapport, je sais pas, entre cette digitalisation de l'image et du monde, bon, en plus avec la VR, etc., qui arrive derrière, et ce désir tout à coup de matérialiser, de concrétiser les objets, comme des reliques d'un monde virtuel, ou, parce que, voilà, pourquoi tout à coup on a ces objets qui arrivent et en parallèle... Totalement. La matière, c'est rassurant quand même. Surtout dans un monde qui devient de plus en plus immatériel. On n'a plus de vinyle, tout est un peu en streaming. On n'a plus de films. Ils passent aussi sur des bandes très rapides d'Internet. La matérialisation est plus vendable, donc il y a aussi une raison commerciale. Et bien sûr, on peut la conserver, on peut la posséder d'une façon un peu plus concrète. Après, bien sûr... Non, mais je voulais juste dire que la réponse, c'est enfin, pour des artistes ou des photographes, c'est la frustration de ne pas faire, en fait. Donc je pense que les deux sont fortement liés l'un à l'autre. Mais je pense que surtout, aujourd'hui, il y a plein de normes et de codes sociologiques dans la photographie là, qui sont un peu cassés. Et je trouve que ça suscite pas mal un intérêt. Et c'est un peu intriguant aussi de voir je dirais pas qu'il y a un mouvement, mais qu'il y a beaucoup de productions qui se font en ce moment. Et je pense qu'il y a aussi un désir de par les étudiants de vouloir prendre part en fait à tout ce qui se passe. Et comme on l'avait dit, hein, en passant par plein d'erreurs et en expérimentant. Donc moi, je pense que c'est vraiment tous ces codes et toutes ces normes qui attisent en fait ces productions assez étranges ou non, mais voilà. Alors, pour rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure, j'aimerais savoir dans quelle mesure vous considérez ou intégrez dans vos recherches la notion de discrimination technologique, c'est-à-dire que la technologie est engendrée et qu'elle perpétue d'une certaine manière des discriminations ou biais qui sont apparents dans nos sociétés. Il y a des artistes, par exemple, comme Zach Blass, qui ont travaillé sur les discriminations qui sont au cœur même des structures technologiques et des discriminations qui apparaissent dans la manière dont ces technologies sont déployées comme un espèce d'agent augmenté de la surveillance aujourd'hui. Je peux répondre en partie à ça parce que, en ce qui me concerne, mais ça reste personnel, je trouve que là, tout le travail
que je fais sur David M et ce genre de contexte assez particulier, en fait, de basculement, en fait, il est vraiment pour revenir en fait aux origines de cette influence qui est tellement devenue importante dans notre quotidien. Et justement, moi, vraiment, dans une approche un peu inspirée par les visual culture, mais je pense qu'il y a une volonté, ou l'archéologie des médias, il y a une volonté de voir quel type de valeurs sont un peu inclus ou incorporés dans les objets qu'on utilise au quotidien. C'est clair, la technologie est absolument pas neutre et je trouve que cette hégémonie, elle doit être questionnée sous des formes qui sont, à mon avis, qui devraient être vraiment mises plus en avant. C'est clair qu'il y a un peu pris de vitesse par cette influence en fait. Donc après, sans partir dans des scénarios catastrophiques, je pense que c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Et quoi qu'il en soit, dans un projet comme celui-ci, il me semble que cette interrogation, elle est toujours un peu présente, puisqu'on s'interroge sur... on essaie juste de quand même réfléchir un tout petit peu à qu'est-ce qui produit ce type d'images, d'où elles viennent, qu'est-ce qui nous entoure. Donc, mais après, effectivement, ça reste quelque chose qui a été fait, qui, à mon avis, nécessite... Ça présente un état des lieux et qui devrait être, à mon avis, approfondi, mais ça serait, quelque part, ça serait voilà, au rôle aux étudiants ou aux personnes qui sont en contact fréquent avec ces technologies de se poser des questions, parce que c'est, à mon avis, essentiel. Ouais. Oui, et pour reprendre voilà, cette vision qui peut ainsi aller vers la dystopie ou comme ça, vous travaillez gratuitement pour les GAFAM, pour les grandes entreprises, Google, Facebook, Instagram, etc. Et on a des producteurs, des consommateurs. Et à la fin, ça c'est aussi une des questions qui doit se poser. Comment monétiser aussi un travail qui est fait quand même. Et là, on n'a pas encore de solution. On verra un peu comment on peut gérer ça. Par rapport à cette question des biais de l'intelligence artificielle, il y a l'INRIA qui vient de développer un algorithme qui est censé justement trouver, enfin voir les algorithmes qui sont très influencés par certains biais, qui s'appellent Transalgo, et ils sont en train de bosser dessus en ce moment, ils sont en train de développer ça. Ajouter quelque chose qui va dans ce sens, il me semble que ce n'est pas forcément explicite à travers les exemples qu'on a donnés, mais il y a une vraie tradition maintenant d'artistes qui vraiment questionnent les limites et les valeurs qui sont inscrites dans le média ou dans le médium. Et ça, à mon avis, il y a vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement présent, donc qui est aussi fait partie de cet univers augmenté, mais sous une forme un peu plus critique peut-être. Je pense que c'est là où le rôle des artistes est intéressant, c'est de justement illustrer toutes ces découvertes et nous donner, enfin nous faire prendre conscience un peu de tout ce qui nous entoure et par la vitesse aussi dont toutes ces recherches apparaissent. Donc ouais, enfin moi je vois surtout avec Constant Doulart, c'est un des premiers qui saute sur toutes les nouvelles découvertes et qui les témoigne à chaque nouvelle exposition pour que tout le monde en prenne connaissance. Je pense que c'est là où la culture est encore un peu importante dans nos sociétés. Encore des questions ? Patience.